Alors, je vais en fait surtout vous parler du non-diagnostic d'infarctus avec la troponine ultrasensible, puisque vous le savez, aux urgences, on est surtout dans une procédure de rule-out, puisque heureusement, les ST+, ne passent quasiment plus par chez nous. On en voit encore de temps en temps, mais très peu. Et donc, on va être surtout sur de la douleur thoracique avec du ST-, et c'est à peu près 15% des douleurs thoraciques qui passent aux urgences qui ont un ST-. Donc, l'essentiel de nos patients, on va chercher à éliminer le diagnostic. Ma présentation pourrait se terminer sur cette diapo. La troponine ultrasensible fait partie intégrante du diagnostic de syndrome coronarien aigu, dans les dernières recommandations. Ce qu'on oublie souvent, c'est que ça doit être associé à des symptômes d'ischémie, et c'est peut-être parfois là-dessus qu'on a une amélioration de nos pratiques à faire. Alors la troponine, c'est tellement galvaudé que on en fait un peu n'importe quoi. Je vous livre cette lettre qui est un vrai bijou que je vous laisse déguster. Je souhaite que monsieur Intel soit hospitalisé en cardiologie. En effet, il a présenté une troponinémie supérieure à 5000. Cette semaine, elle était encore à 150 environ. Le patient de 91 ans a une insuffisance cardiaque connue et traitée. Le cardiologue de ville a adapté son traitement habituel. Pour ma part, j'ai mis Cardégique et l'Escol. Il présentait déjà des œdèmes des membres inférieurs importants et quelques sous-crépitants. Le CG était également en faveur d'une petite ischémie. Peut-on lui faire un bilan, un traitement, etc. Invraisemblable, mais ça c'était en 2016, vous voyez, c'était il n'y a pas très longtemps. Donc, en fait, on va beaucoup parler des seuils de troponine et de leurs valeurs prédictives négatives. Sur les troponines conventionnelles, vous savez que normalement les recommandations pour qu'une trousse de troponine soit validée, c'était déterminer un seuil au 99e percentile de la distribution dans une population normale, mais avec un coefficient de variation de ce test de moins de 10% au niveau du seuil, ce que ne remplissait pas comme critère la plupart des trousses de troponine conventionnelles. Donc c'est la raison principale pour laquelle on est passé aux troponines ultrasensibles, donc qui détectent la même troponine, mais avec une sensibilité beaucoup plus fine. Et là, effectivement, au 99e percentile d'une population normale, on a un coefficient de variation qui est inférieur à 10%. Et donc, quand une troponine elle est à 15, on sait qu'elle est à 15, peut-être à 16 ou à 14, mais pas à 18 ou à 12, comme c'était le cas précédemment. Donc, ça nous a permis effectivement de diagnostiquer plus précocement des SCA, ST-, mais avec comme corollaire un bruit de fond qui est beaucoup plus important. Et de ce fait, on en est venu à faire des cinétiques de troponine, des cinétiques qui se raccourcissent de plus en plus. On était sur T0, T3 heures, avec effectivement une assez bonne valeur prédictive positive ou négative. Je vous invite quand même à regarder les intervalles de confiance de ces valeurs prédictives positives ou négatives, qui sont très larges. Donc, on n'est pas sur quand même de l'extrême précision. Et puis, on essaye même d'aller encore plus loin. Ce qu'on veut, c'est faire sortir le patient des urgences beaucoup plus rapidement. Donc, il y a des algorithmes T0, T1 heure, qui ont été publiés, qui ont été validés, qui sont un peu discutés dans la communauté. Et vous voyez que là, on est dans une précision analytique qui est microscopique. On est de l'ordre de 2 nanogrammes par litre. Je pense qu'on est très loin finalement de la pratique clinique. C'est-à-dire qu'on a des tests diagnostiques qui sont extrêmement précis, extrêmement fiables. Maintenant, ça ne reflète pas ce que l'on voit en pratique parmi nos patients, et surtout ce que l'on doit faire avec ces patients chez qui on détecte des valeurs de troponine un petit peu au-dessus de la normale. Il y a même eu des recommandations sur on peut éliminer un SCA sur une seule valeur de troponine si cette troponine est inférieure à la limite de détection, qui n'est pas la même chose que le seuil. Nous, on est très prudents là-dessus, sauf chez des sujets jeunes qui n'ont pas de facteur de risque, qui ont vraiment un ECG strictement normal. Nos collègues de Cochin avaient regardé rétrospectivement ce que ça faisait si effectivement on reprenait en utilisant un test ultrasensible la valeur inférieure à la limite de détection. Vous voyez que la valeur prédictive négative, elle est certes de 99%, mais là aussi avec un intervalle de confiance qui est entre 96 et 100, donc ce n'est pas du 100% pour éliminer le SCA. Ce que l'on sait, c'est dans les facteurs qui vont prendre cette troponine à défaut, il y a 2 éléments principaux. D'une part, si le patient est vu précocement, donc si le patient est dans les moins de 2 heures par rapport au début de la douleur, vous voyez que la valeur prédictive négative,
elle descend, elle perd en performance. Et puis bien sûr, si sur l'électro, on a des signes qui sont évocateurs. Alors, on a un souci, nous, dans les publications sur la valeur diagnostique des troponines, c'est les fameux MES, donc Major Adverse Cardiac Events, puisque autant, moi, quand je fais sortir un patient des urgences, c'est clair que je ne veux pas qu'il décède dans la rue 2 jours plus tard ou qu'il fasse le ST+, une semaine plus tard. Par contre, si je lui donne la consigne d'aller voir son cardiologue une semaine plus tard, que ce cardiologue fait une angiographie qui lui pose un stent, pour moi, ce n'est pas un événement indésirable. C'est-à-dire que l'histoire ne s'arrête pas à la sortie des urgences, la filière de soins, elle continue. À partir du moment où j'ai trié mon patient, je l'identifie comme peut-être un petit peu à risque, mais ça ne nécessite pas de le garder à l'hôpital, il va voir le cardiologue fait son job, nous on a fait notre job, et donc intégrer dans les MES la revascularisation coronaire, je ne suis pas forcément d'accord avec cette attitude. Et ce d'autant que quand on pose la question aux médecins urgentistes, quel est le pourcentage de risque que vous vous autorisez pour faire sortir un patient des urgences avec une suspicion d'infarctus, donc quel est le pourcentage de MES que vous vous autorisez? Eh bien, la réponse, elle est tout à fait irréaliste. Alors, sans rentrer dans les détails, on est capable de calculer une valeur seuil d'un test pour laquelle on ne fait pas moins bien on ne fait pas plus de mal que de bien si on fait passer ce patient à travers ce test. En d'autres termes, on sait que pour la troponine, en deçà de 2% de MES, finalement, le test n'est pas capable de faire la distinction entre les deux. Et quand on pose la question à des médecins urgentistes, leur seuil acceptable, c'est 0,01%, c'est 0,25%, 1%, c'est bien en dessous de ce seuil de 2%, et donc c'est totalement irréaliste. On ne peut pas demander à un test comme la troponine, même ultra sensible, de limiter à moins de 2% le risque d'événement cardiaque à la sortie des urgences. Donc c'est un risque qu'il faut accepter. Il y a quelque chose pour améliorer les pratiques que l'on n'utilise pas forcément beaucoup en France, mais qui, à mon avis, il faut qu'on augmente, c'est d'utiliser les scores, que ce soit le GRESS, le HART ou le TIMI. Le HART semble le plus performant parmi les trois et le plus applicable dans un service d'urgence. Et puis surtout, et ce sera mon avant-dernière diapositive, vous avez probablement vu cette publication qui tombait à pic, qui est sortie la semaine dernière dans le New England, qui part du postulat que, on n'utilise pas tous la même troponine I, troponine T, on n'utilise pas tous le même délai pour redoser la troponine. Et donc, si on combine tout ça, donc ça a été fait sur 15 cohortes internationales, sur 20 000 patients, et donc ils ont pondu un petit outil qui permet, en fonction de la troponine que vous utilisez, du délai dans lequel vous faites votre contrôle de troponine, eh bien, de déterminer dans quel pourcentage de cas vous pouvez faire sortir votre patient en toute sécurité, ou inversement, confirmer le diagnostic. Et puis il y a plein d'autres choses qu'on ne prend pas en compte dans l'interprétation de nos valeurs de troponine. On a parlé du délai par rapport à la douleur, on a parlé de la cinétique, du délai pour redoser la troponine, mais l'âge joue bien sûr aussi, et également le débit de filtration glomérulaire. Ça, c'est une étude qu'avait fait Denis Monneray en reprenant sur 4 ans toutes les troponines qui avaient été faites au laboratoire, et vous voyez que le seuil n'est pas du tout le même en fonction de votre débit de filtration glomérulaire. Donc il faudrait qu'on ait des outils qui nous permettent d'adapter ça, plutôt qu'on vous appelle pour des troponines à 20 chez des patients de 90 ans. Donc pour conclure, est-ce que ça a amélioré nos pratiques? Je pense pour quelques patients. Par contre, ça a créé un énorme bruit de fond. Et donc ce bruit de fond, si on veut le limiter, il faut d'une part prendre en compte l'histoire clinique quand même. L'infarctus, ce n'est pas que la troponine, c'est surtout une histoire clinique avec des facteurs de risque. C'est bien sûr l'électrocardiogramme. Les scores, soit l'évaluation qu'on appelle Gestalt, c'est-à-dire votre impression globale, ça marche plutôt assez bien. Dans l'embolie pulmonaire, c'est la même chose que les scores de Genève. Et dans l'infarctus, ça marche aussi. Le délai depuis la douleur, votre valeur de troponine à T0, le délai pour votre deuxième troponine, la valeur de T2, etc. Donc c'est quelque chose de complexe qu'on peut tout à fait modéliser dans des algorithmes.
L'objectif de tout ça, c'est de sécuriser le retour à domicile de la majorité des patients des urgences, 85% des douleurs thoraciques. Et encore une fois, la prise en charge, elle ne se termine pas à la sortie des urgences. Et si on veut sécuriser la sortie du patient, c'est tout simplement en le faisant rentrer dans une filière de prise en charge avec vous, les cardiologues, pour améliorer le pronostic de ces patients. Merci beaucoup. Pierre, merci beaucoup. À l'heure des services d'urgence en grève, de la pénurie de lits dans les hôpitaux, de la raréfaction des cardiologues en ville, est-ce que c'est une stratégie qui est tenable? C'est-à-dire qu'on comprend bien l'idée. En fait, on va pouvoir, avec cette troponine hypersensible, libérer des patients. Ils ne vont pas mourir, ils ne vont pas faire l'infarctus. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas coronariens et qu'il ne va pas falloir, en effet, aller plus loin. Mais le problème, c'est qu'on en repêche des fois dans l'urgence après cette stratégie parce qu'ils n'ont pas trouvé la filière. Absolument. Non, c'est une très bonne question. C'est vrai que, et je veux dire, nous localement, je pense qu'on ne fait pas forcément très bien. On a des très bonnes relations et on vous envoie les patients. Mais quand on dit aux patients, vous prenez rendez-vous, on ne sait pas trop ce qui se passe derrière. Et je pense qu'il faut peut-être qu'on améliore ça, que le patient sorte avec un rendez-vous, qu'on ait peut-être une liste de cardiologues de ville facilement disponible. Enfin, c'est vrai qu'on est, nous, beaucoup dans le rush de faire sortir, mais ça vaut dans plein de pathologies, pas que sur la douleur thoracique. On sait que trouver un médecin, même un médecin généraliste et encore plus un médecin spécialiste à Paris, c'est compliqué. Et quand on le fait sortir en disant vous prenez rendez-vous, on sait que ça peut être parfois un mois plus tard. Ah oui. Ouais. Moi, je vois du côté USIC, ce qui s'est passé avec la phénomène de la tropo ultrasensible, c'est alors déjà la multiplication des dosages, clairement. C'est-à-dire que les gens, ils ont perdu un peu la confiance dans les valeurs basses, même quand c'est positif. Alors ici, c'est 50, la valeur de positivité. Même quand c'est positif, il y a des multiplications, que ce soit aux urgences ou même demandées par l'USIC, de valeurs déjà positives, qui normalement ne devraient pas changer la stratégie diagnostique, mais on a envie de savoir si ça va continuer à monter, si ça va descendre. Donc ça n'a pas vraiment d'intérêt, mais c'est clairement quelque chose qu'on voit. Donc il y a déjà 2 tropos, 3 tropos, on va être sûr que ça soit 50, 70, 300, enfin, voilà, ou à l'inverse, ça a descendu, mais c'est toujours très positif. Qu'est-ce qu'on en fait? On peut très bien raisonner avec la première. Donc, et la deuxième chose, c'est quand même les patients, alors soit aux urgences, soit dans les services, qui ont des biomarqueurs positifs et qui finissent par être quand même sortis, et dans lesquels on est rappelé plus tard pour des événements graves. Et à la fin, quand on revoit les dossiers comme ça un peu qui ont été ratés, il y a toujours la tropo positive. Toujours. Alors dans l'étude du New England, on a justement l'autre partie, c'était le pronostic à long terme de ces patients qui ont une troponine positive mais stable aux urgences. Et ces patients font effectivement des événements dans le futur, parfois 5 ans, 10 ans plus tard. Alors je suis d'accord pour le nombre de troponines. Moi, normalement, j'interdis à mes médecins de faire plus de 2 troponines. Mais c'est vrai que parfois, c'est demandé par le cardiologue. C'est la température du coronarien, la troponine. Pour dire les choses clairement, le nerf de la guerre, c'est les lits d'aval. Parce qu'en fait, nous, notre contrainte, c'est de ne pas bloquer un lit du HCD, de ne pas vous bloquer des lits inutilement. Donc, on aurait pléthore de lits. Tous ces patients intermédiaires, on les garderait en observation. Ça vous laisse le temps de programmer ce que vous souhaitez après. Mais concrètement, on ne peut pas faire comme ça. On n'a pas assez de lits pour faire ça.